Le cours 2 de Bleach s'achève et on va dire qu'il n'a pas forcément fait l'unanimité. Entre ajouts, suppression de scènes, rythme effréné et décolleté pas justifié. Oui, ça fait débat. L'arc de la guerre sanglante, beaucoup de personnes, dont moi, l'ont attendu pendant près de 10 ans. Et le premier cours sorti en 2022 a tenu la plupart de ses promesses. On a eu le droit à une animation de qualité, des rajouts et un bon rythme. De quoi rassurer beaucoup de personnes pour la suite. Mais est-ce que cette confiance est-elle toujours valable après ce second cours? Eh bien, voyons ça dans cette vidéo qui servira un peu de rétrospective aux épisodes 14 à 26 de la guerre sanglante millénaire. Bien sûr, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner si c'est pas déjà fait. Remettons donc un peu de contexte. Le premier cours s'était terminé sur une défaite totale des Shinigami. Beaucoup de morts et de blessés et un Gotei 13 sans capitaine commandant. S'en est suivi une période de préparation pour le match retour. Tandis qu'Ichigo affronte ses origines en tant que Quincy, Ishida lui semble embrasser sa nature, qui sera d'ailleurs au centre de la communication autour de ce cours. Un cours qui débutera directement par la seconde attaque Quincy, où on suivra principalement comment le Gotei 13 a fait pour se relever de cette défaite. Tandis qu'en scène post-générique, on suivra Ichigo et son évolution au palais du roi des esprits, jusqu'à son retour sur le champ de bataille. Personnellement, la première moitié du cours m'a assez plu. Ayant déjà lu le manga, je me doutais que ça allait être assez calme, et que le plus gros des événements allait arriver beaucoup plus tard. Les scènes de combat sont bien gérées, on a le droit à quelques ajouts bien qu'anecdotiques, et un détail que j'apprécie énormément dans ce cours, c'est comment l'anime intègre à l'épisode son titre. Mention toute particulière pour celui qui est centré sur Komamura. C'est un personnage pas souvent mis en avant, mais son épisode est vraiment un de mes favoris. Cet épisode marque aussi le début des combats marquants de l'arc, comme Renji contre Superstar et Rukia face à Asnoth. Et force est de constater que l'adaptation a été correctement effectuée. Pour le coup, rien à redire. Vous sentez ce problème? Oui, jusqu'ici, l'anime semble pas prendre de risques. Les combats sont simplement adaptés de manière fidèle, mais sans aucune extravagance. Il semble un peu à l'image de l'opening. Sympa, mais on en attendait beaucoup plus. Ce qui enfoncera le clou sera le combat le plus attendu du cours, si ce n'est l'un des plus attendus de l'arc tout entier. Je parle de Zaraki Kenpachi contre Grémy. En manga, tout le monde fut marqué par cet affrontement. Un combat démesuré du Quincy le plus craint contre le porteur du titre de plus fort des Shinigami. Et bien ces 10 chapitres furent expédiés en un seul épisode. Pour la comparaison, Jujutsu Kaisen tourne un maximum 3 chapitres par épisode. Quant à One Piece, c'est environ 8 pages. Tout ça pour vous dire qu'en termes de rythme, c'est carrément un speedrun. S'ils étaient aussi pressés que ça, pourquoi avoir attendu pendant 10 ans? Donnant un épisode qui, malgré une scène très sympa, manquait un peu de saveur. Surtout que Grémy, son pouvoir, c'est l'imagination. À croire que les animateurs de Pierrot en avaient plus. À ce moment-là, on commençait déjà à ressasser le combat de Yamamoto, qui, on va pas se le mentir, était vraiment incroyable. Donc clairement, ce combat aura été celui qui m'aura le plus déçu. Et ne parlons même pas de l'épisode 8. Bien que je l'ai apprécié, c'est encore un épisode adaptant pas moins de 8 chapitres, et avec des scènes de combat en plus. Pour marquer le retour de notre protagoniste favori, je pense qu'il aurait fallu être un poil moins pressé. Mais on aura un temps pour respirer avec une semaine de pause. Problème de logistique de la part du studio, moyen de gagner du temps pour terminer la saison, je vous laisse enquêter. En tout cas, les 2 épisodes qui suivront prendront un peu plus leur temps, mettant en place les combats du chouchou de l'auteur et probablement aussi des animateurs, notre bébé soleil national Kurotsushi Mayuri. L'anime se donnera même le luxe d'ajouter des petits moments fanservice. Alors non, je ne parle pas d'Orihime mais du Bankai de Byakuya, qui est totalement gratuit. Il avait largement dominé son 3v1. Mais vu que tu veux parler d'Orihime, je pense que c'est l'occasion. Déjà à la parution du manga, sa tenue avait fait un peu polémique. Tite Kubo, qu'est-ce que tu nous fais? Dans le manga, la tenue a été justifiée comme étant une blague de mauvais goût de la part d'Urahara, lui disant qu'Ichigo adorerait la voir comme ça. Bon, même si je pense que c'est un peu le cas, engendrant un gag basé sur un quiproquo où Ichigo trouve que sa tenue est un peu vulgaire. S'en suivra l'entrée de Yoruichi qui le corrigera lui disant de respecter un peu sa future femme. Oui, désolé du spoil, mais c'était un peu évident. Cette scène a été complètement supprimée de l'anime. Je comprends totalement l'envie de vouloir retirer les blagues graveleuses afin de pouvoir contenter un plus large public, vu que la plupart des scènes qui ont déjà été supprimées n'influent pas l'histoire. Mais pour le cas d'Orihime, selon moi, c'est un peu différent. Car si on avait supprimé cette scène en changeant la tenue d'Orihime, pourquoi pas? Mais là, malheureusement, c'est ou pas, la fameuse tenue problématique est toujours présente. Donc faisant passer la douce et gentille Orihime un peu trop naïve pour croire aux histoires d'Urahara à une simple fille aimant s'exhiber. Elles sont où nos valeurs d'antan? Sans compter que ça réduit l'introduction de Yoruichi, qui au passage était la première fois qu'on la voyait dans l'anime, à un simple spawn de yoruichi.png. Voilà, j'ai fini de m'exposer sur internet à justifier la tenue d'un personnage en 2D. Faites des analyses manga, qu'il disait. Vu qu'on parle de waifu, il y a aussi Giselle, qui elle aura eu le droit à 2 dialogues différents avec Yumichika, en fonction d'où tu regardais l'épisode. Au passage, l'anime a totalement rendu honneur à mon femme préférée de Bleach. Bon, la partie légère traitée, passons au moment le plus important de ce cours. L'invasion du palais du roi des esprits.
qui s'étalera sur pas moins de 3 épisodes. Et bien force est de constater que l'épisode 11 a vite balayé nos doutes, nous montrant dès la première seconde que Kubo n'était pas seulement concentré à uniquement mettre des personnages à poil, puisque vu comment il en parle, ça a l'air vraiment important pour lui. Mais en tout cas, il aura tenu à combler les zones d'ombre de l'arc final, qui lors de sa publication a été amputé suite à la pression de ses éditeurs, donnant une fin ayant laissé à l'époque une communauté divisée, de par beaucoup de facilité scénaristique. Une partie de ces critiques furent donc balayées en seulement 3 minutes de flashback, qui auront en plus de ça le mérite d'étoffer le personnage de Yua, qui malgré peu d'informations est quand même considéré comme un très bon antagoniste, n'ayant pas à rougir face à Aizen. Il faudrait vraiment un jour que je vous parle de la capacité de Bleach à nous offrir des super antagonistes. Et si seulement ce n'était que ça le point fort de l'épisode. Ce cours nous prouve que l'anime de Bleach risque de prendre une voie un peu différente de son manga. Pour cette vidéo, j'avais fait un peu le choix de l'écrire au fur et à mesure. Tout au long des 13 semaines de publication du cours 2, j'ai un peu récupéré mon avis à chaud. C'est pour ça que vous me verrez pas habillé de la même manière dans cette vidéo. Donc là, actuellement, on est le lendemain de la diffusion des 2 derniers épisodes. Vraiment, ce jour-là, l'histoire s'est écrite, ou plutôt réécrite. Et mon dieu, qu'est-ce que Kubo nous a offert pour ces 2 épisodes finaux. La division 0, le plus gros échec de Kubo lors de sa publication, passé à la trappe de par le rush de l'arc. Mais voilà que cette injustice fut réparée, et pas seulement de par des ajouts de scènes de combat supplémentaires. Si seulement ce n'était que ça. On apprend une information qui vient tout changer. Si la division 0, vendue comme plus puissante que le Gotei 13 réuni, n'a pas réussi à autant briller, c'est pour une simple raison. Libérer leur incommensurable puissance mettrait pas seulement la Soul Society en péril à la manière d'un Yamamoto sous Bankai, non, ce seraient les 3 mondes qui le seraient. Soul Society, Wekomondo et Monde des Humains. Ces 3 mondes trembleront de par la levée de cette fameuse restriction, causée par la mort des autres membres au profit de Senjumaru Shutara, qui de sa douce voix déclarera le mot le plus agréable aux oreilles de tout fan de Bleach. Beaucoup de choses à dire sur cette mise en scène, notamment comment ce Bankai nous permet subtilement d'installer le futur développement de la garde rapprochée du roi. Roi Quincy qui malheureusement ne brillera pas pour ce cours, sombrant dans les abysses de l'écriture de la future 3e partie. Alors que ce cours 2 aura été clôturé par 4 minutes de sketch. Ah, allez, scène post-générique, on voit tout. Il y a un truc là, c'est bon. Me feintez pas. Bref, tout ce qu'on peut en dire, c'est que le cours 2 m'a totalement plu. Même si avant les 3 derniers épisodes, j'avais un peu peur. Tout cela, ça peut s'expliquer par le rythme de production. Au vu de la pause qu'il y a eu en plein milieu, je pense que 6 mois, c'est vraiment pas assez pour sortir une nouvelle saison à temps. Le trailer est d'ailleurs sorti, ils n'ont pas encore donné de date. On sait seulement qu'il sortira en 2024. Bref, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ce cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu peux liker, partager, t'abonner, tu connais un peu comment ça fonctionne. Et j'ai toujours pas d'idée d'outro, mais en vrai, Ishibei, il fait pas un peu imam algérien?